C'est l'une des 3 commissions phares annoncées en 2016 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains en marge de la COP22 à Marrakech. La commission climat du bassin du Congo a été mise en place en octobre 2017 en prélude de la COP23. À sa tête, le président Denis Sassou Nguesso. Et pour coordonner les activités de cette commission, nous avons une dame de vision très engagée qui fait de la lutte des effets néfastes contre les changements climatiques et fait la promotion du Fonds bleu du bassin du Congo. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir pour vous, mesdames, messieurs, madame Arlette Sodan-Nono, ministre de l'Environnement et du Développement durable et du bassin du Congo. Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Merci de recevoir ODD TV ici dans votre pavillon du bassin du Congo. C'est un honneur pour moi. Madame la ministre, déjà 3 conférences des partis sur les changements climatiques, même au-delà, auxquelles vous prenez part. Quel est votre sentiment de façon générale sur ces différentes grandes messes au chevet du climat? J'ai l'impression qu'après, quand même, il faut le rappeler, après Rio+20, après Copenhague, et ce grand moment d'échec de Copenhague, après le G20 de 2009. Et on a eu une lueur d'espoir ou une prise de responsabilité réelle avec l'accord de Paris en 2015, qui a donné un squelette à cette insaisissable chose qu'on appelle le climat, qui nous a permis aujourd'hui d'identifier certains mécanismes, de mettre le doigt sur ce qu'il nous fallait faire pour continuer à protéger, à conserver ces écosystèmes si particuliers qui font que nous soyons des vivants sur cette planète. Et vous voyez, c'est très beau. Et aujourd'hui, Glasgow, qui s'annonçait pour certains comme la COP de l'espoir, la COP de l'action, ressemble à ce stade, à un jour de la clôture, à une COP de l'incertitude pour nous, pays du bassin du Congo. Je sors d'une grande concertation aujourd'hui où il est question de consolider l'article 5 de l'accord de Paris qui mettait en place les mécanismes de réduction des émissions. Vous voulez parler de carbone. l'article 6? L'article 5 au départ, qui nous parle des questions d'atténuation, qui parle de systèmes d'atténuation qui sont les forêts, de façon très élargie. On a dû batailler déjà en 2015 dans l'accord de Paris pour inscrire cet article 5. Et aujourd'hui, on est confronté à l'article 6 de l'accord de Paris avec le mécanisme justement de l'accessibilité de ces financements. Là où le bas blesse, il est simple. Simplement, certains États pensaient simplement retirer de l'article 6 les mécanismes comme de la RED plus, l'article 6.4. Point 2 à point 4. Il y a le point 2 et le point 4. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des pollueurs. Le bassin du Congo, aujourd'hui, il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir le dire. Nous sommes le premier régulateur du climat au monde aujourd'hui. Nous sommes le premier bassin écologique de la planète. Le bassin du Congo, ça a été à un moment donné les forêts, dont tout le monde semble découvrir aujourd'hui que le rôle de régulateur et de séquestration de carbone. CO2. Et effectivement, les forêts du bassin du Congo, c'est une séquestration qui n'est pas des moindres. 1,5 milliard de tonnes de séquestration de CO2. Mais accrochez-vous, si ça c'est déjà énorme, mais de l'autre côté c'est astronomique. Parce que nous avons des écosystèmes forestiers qu'on appelle des forêts immergées, qu'on appelle techniquement des tourbières, en anglais des peatlands, découvertes récemment. Quand je dis récemment, en 2019, c'est récent, parce qu'il a fallu en faire une publication dans les revues scientifiques. Mais qu'est-ce qu'on a mis en lumière? C'est que les tourbières du bassin du Congo, qui s'étalent sur une superficie de 165 000 km² entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, aujourd'hui, séquestrent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2, l'équivalent de 3 années d'émissions de la planète. Vous comprenez qu'aujourd'hui... C'est un grand poumon vert. Mais vous avez tout dit là, vous l'avez résumé là. Mais sauf que ce que aussi les gens ne savent pas, le bassin du Congo sont des chiffres astronomiques. C'est aussi 10% de la biodiversité mondiale. Et le bassin du Congo, c'est un bassin, donc c'est un bassin hydraulique. Donc, il y a le plus grand fleuve après l'Amazonie, de par son débit, qui est ce majestueux fleuve Congo.
voyez? Donc aujourd'hui, mais il y a des populations qui y vivent. Si. Vous comprenez? Donc Oui. nous ne pouvons pas... Et les populations ont des besoins. Oui, mais l'enjeu aujourd'hui de cet article 6, si nous retirons le mécanisme de la RAID+, mais on nous ramène à des mécanismes de l'aide au développement, la mendicité en d'autres termes. Alors que nous avons dépassé cette étape-là déjà. Mais, et pourtant, nous pensions que nous avons, comme tous les autres peuples du Nord, droit à un développement, droit à une vie décente. Justement. Et là, la justice climatique, elle est mise en cause. Ce n'est même pas la justice climatique, vous êtes encore très... vous l'abordez sous un aspect assez conciliant. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses. Hein. Boris Johnson, le Premier ministre anglais, disait blablabla. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Je vous retourne le blablabla parce qu'aujourd'hui, il est question des populations, des communautés qui ont besoin que l'on lève une économie alternative réelle pour aller vers cette transition écologique, cette transition énergétique qui nous permet de vivre tout simplement. Madame la ministre, est-ce que vous vous sentez seule abandonnée par vos collègues ministres dans ce combat climatique? Non, moi je suis la coordinatrice au nom des États. Le président Denis Sassou Nguesso, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est le président qui chapeaute cette institution de l'Union africaine qui est la Commission climat du bassin du Congo. Aujourd'hui, avec tous les États, les 16 États, plus le Maroc, hein, qui est l'un des pays historiquement fondateurs, parce que, pour rappeler, pour la petite histoire, pendant le sommet de l'action de la co-émergence de l'Afrique, qui s'est tenu en marge de la COP22 de Marrakech, Sa Majesté le roi du Maroc a proposé trois instruments dédiés sur les questions de changement climatique. Vous les avez rappelés, il y a la commission des États insulaires et la commission climat pour la région du Sahel. Pour la région du Sahel. Et donc, nous, au niveau de la commission climat du bassin du Congo, les États ont porté de façon unanime, de façon concertée, pendant près de 3 ans, la mise en place de cet instrument qui en porte 3 en 1, en fin de compte. Nous avons aujourd'hui un plan d'investissement, un pipeline, chiffré à près de 10 milliards de dollars, avec près de 300 projets qui sont issus de nos CDN, nos contributions déterminées nationales, qui ont été toutes révisées selon les accords de Paris de 2015, qui nous font l'obligation de les revoir, quoique nous ne sommes pas des émetteurs, même là également, on n'en a pas vraiment besoin, mais on est de bons élèves, on s'y est mis. Voilà. Et nous avons également un véhicule financier qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et enfin, mais nous avons la gestion de la ressource par la Banque de développement, en l'occurrence, qui est la Banque des États d'Afrique, la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et tout ce mécanisme, toutes ces procédures ont été faites de façon transparente au travers des appels d'offres. Et c'est le cabinet eWhite, constitué en consortium avec Impact, qui a remporté l'offre de l'étude de préfiguration de la gouvernance du fonds lui-même, et la banque également au travers d'une annonce à manifestation d'intérêt a remporté cette offre qui permet de gérer les lignes financières du dit fonds, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, et qui permet de rendre éligibles et bancables les projets des États. Donc aujourd'hui, légitimement, nous arrivons à Glasgow très optimistes, et je le demeure, mais je reste vigilante. À quelques heures de la clôture? Pas très rassuré, mais on est au taquet, on est très pugnace, on est très résilient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais nous allons continuer, c'est la négociation, c'est le plaidoyer, et puis c'est de l'évidence, c'est du bon sens. Vous ne pensez pas que les pays développés nous dominent toujours dans les négociations et qu'ils, je ne vais pas dire qu'ils imposent leur point de vue? Ils imposaient un point de vue parce qu'en face, ils avaient peut-être pas des institutions structurées. Là, le bassin du Congo parle d'une seule voix. Le président Denis Sassou Nguesso et son homologue de la République démocratique du Congo, tous les deux étaient dans notre pavillon du bassin du Congo. Pourquoi ils étaient là? Mais pour porter ensemble cet outil commun, et qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Pour dire, moi qui suis aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, moi Tshisekedi, moi Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo pour le Fonds bleu pour le bassin du Congo, nous avons décidé de dire au reste du monde, nous parlons d'une seule voix, comme cela a été tout le long du processus de la mise en place de ce mécanisme et de cet outil de gouvernance climatique du bassin du Congo, qui est le deuxième et en passe de devenir le premier poumon écologique de la planète. Il y a déjà des catastrophes c'est connu, climatiques. l'Amazonie est un émetteur aujourd'hui.
Voilà, donc je n'aimerais pas... À cause de ces incendies incessantes. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails de la Madame la ministre, vous parlez de la commission climat du bassin du Congo et au même moment du Fonds bleu pour la promotion. Alors, ça fait déjà 2 entités. Elles sont différentes l'une de l'autre ou c'est toujours la même entité qui parle de la même voix? Très bonne question. La commission climat du bassin du Congo, c'est une institution de l'Union africaine, mais au sein de laquelle il y a un fonds fiduciaire qui permet de porter les projets. Parce que je vais vous expliquer ça simplement. Lorsque les gens viennent vous voir au niveau de la commission, ils vous demandent quel est votre portefeuille projet pour la région du bassin du Congo. Nous leur disons, nous avons pour l'instant un fonds qui reste ouvert. Ce sont les États qui l'abondent avec des projets issus de nos CDN. Mais en même temps, on vous dit, mais comment nous vous aidons dans le cadre d'un financement? Soit on danse, soit on lègue, soit on levait des fonds. On vous dit, on a un fonds fiduciaire et qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Mais à un moment donné, on vous dit, mais comment on va pouvoir travailler avec le secteur privé, le secteur public et autres pour les financements? Quelle est l'entité qui gère? On vous dit, mais là, intervient la banque de développement que nous avons recrutée, qui est la Banque des États d'Afrique centrale. Donc, à ce moment-là, tout est ordonné. On a la commission elle-même, qui au sein de laquelle il y a donc ces 3 instruments dans la commission. Il y a la commission à ses projets, à son véhicule financier qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo et à sa banque de développement pour la mise en œuvre de ces projets parce que les projets sont portés par le secteur privé. C'est ça que les gens ne disent pas. Et nous avons travaillé avec les ONG, avec le secteur privé. Il y a tout plein de projets qui viennent pratiquement de toutes les entités. Personne n'a été laissé sur le côté de la route, sur le bord de la route. Alors, nous parlons du bassin de la commission climat du bassin du Congo. Vous avez cité tantôt les 2 autres commissions. Quelle est la particularité entre ces 3 commissions-là? Non, on a un point commun, c'est la gestion du climat. Et nous travaillons énormément à l'occasion du premier sommet qui s'est tenu à Brazzaville en 2018. Le président Issoufou, à l'époque, qui portait la commission du bassin du Sahel, nous a fait l'amitié de répondre à l'invitation de son père, de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso, qui lui a fait également l'honneur de venir au Niger. Nous étions au Niger à l'occasion du premier sommet, justement, de la commission climat du bassin du Niger, justement pour soutenir cette commission sœur. Et là, nous sommes également en train de travailler avec la commission sœur des États insulaires, également, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, hélas, il faut le dire, condamnés à œuvrer ensemble sur ces questions si importantes de préservation et de conservation de ce patrimoine, vous voyez. Mondial que nous portons tous pour l'humanité et que nous voulons conserver. Mais nous disons tous unanimement d'une seule voix au reste de l'humanité, aux pays du Nord en particulier, nous ne quémandons pas, d'où la structuration de ces 3 commissions. Nous préservons, nous conservons. Mais aujourd'hui, les États insulaires sont en train de disparaître. Ce sont des îles. Beaucoup d'îles ont disparu, nous-mêmes dans nos pays. La région du Sahel, vous avez vu le lac Tchad a séché. Vous avez vu de notre côté les inondations, les érosions. Donc, nous sommes victimes de ces impacts climatiques. Nous ne sommes pas des pollueurs, mais tous les dégâts qui sont faits du côté du Nord impactent sur nos régions. Et donc, aujourd'hui, nous disons tout simplement, aidez-nous à vous aider au reste du monde, surtout aux pays du Nord, parce que nous vous disons, nous avons conservé, mais nous ne pouvons continuer à maintenir sous cloche notre biodiversité, sous cloche nos forêts, sous cloche nos mangroves, sous cloche nos tourbières, sous cloche notre bassin hydraulique. On ne peut pas, parce qu'il nous faut aller à un développement intégral en ayant la notion de durabilité qui s'invite aujourd'hui. De la notion de développement durable. Mais pour cela, nous vous vendons ce qu'on appelle un service écosystémique. Alors, et apparemment, cette vente, il y a la double comptabilité, ce qui est prévu dans l'article 6.4, est-ce que ce n'est pas cet aspect qui dérange les pays développés? Est-ce qu'il va falloir faire sortir cette notion de l'accord de Paris ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, nous sommes peut-être dans le dernier virage, je le dis souvent, pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Qu'est-ce que nos ministres africains doivent faire? Qu'est-ce que nos chefs d'État doivent faire vis-à-vis de cette, je vais pas dire méfiance, mais de l'incrédulité vis-à-vis de nos pays développés? C'est un rapport de force. Vous savez,
c'est un secret de polichinelle que de dire que lorsque vous êtes puissant, vous avez le bouton nucléaire, lorsque vous siégez au G20 de façon permanente, lorsque vous siégez au G7 de façon permanente, lorsque vous avez un fauteuil, un siège au niveau du Conseil de sécurité. Et le droit de veto également. Vous pensez à ce moment-là avoir le droit de vie et de mort sur les autres populations. Mais sauf que nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de nous dire il est temps que nous commencions 60 ans après nos indépendances à nous prendre en charge. C'est pour ça que cette commission, celle de la commission climat du bassin du Congo, comme les deux autres commissions existent, parce qu'il nous faut impérativement lever une économie alternative pour nos populations. On demande des sacrifices pour que les pays riches respirent. En gros, c'est ça. Nous, on serre la ceinture, on gère pour eux l'oxygène. Eux, ils ont pollué le leur. Et ils ont développé leur nation. Oui, ils ont brûlé toutes les cartouches qu'ils avaient. Ouais. Ils ont développé, vous voyez, toutes les infrastructures qui ne répondent pas à la notion de durabilité. Maintenant, ils veulent vouloir consommer en mangeant dans notre propre assiette à nous. Dans notre stockage en Occident. Voilà, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes des humains. Il faut dire simplement les choses. C'est pour ça que je dis, je félicite et je soutiens et j'encourage cette jeunesse africaine, ces femmes, et cette jeunesse, ces femmes qui se lèvent et qui portent la problématique du climat, de l'environnement aujourd'hui. Hein, parce que ces jeunes n'ont peut-être pas accès à ces micros aujourd'hui comme les jeunes européens, mais ils ne sont pas en reste. Moi, je suis énormément soutenue dans les pays du bassin du Congo par cette jeunesse qui m'écrit au travers les liens qu'on a dans les réseaux sociaux pour dire on est là, on est disponible, voilà les initiatives que nous menons et autres. Et maintenant, nous devons les pousser à aller vers des emplois verts dans le cadre de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on crée des emplois dans le cadre d'une une démarche solidaire, une économie solidaire et circulaire au travers justement des financements des grands projets qu'il nous faut lever au travers justement du financement que nous attendons dans le cadre du financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. D'accord. Madame la ministre, en vous écoutant, on n'a pas envie d'arrêter l'émission, on n'a pas envie de couper l'émission. Madame la ministre, puisque vous parlez du Fonds bleu, vous parlez du bassin du Congo, est-ce que, au regard de la poussée démographique, est-ce qu'il n'y a pas de dégradation des atteintes vis-à-vis de ce poumon vert-là? Pas vraiment. Nous ne sommes pas des pollueurs et nous sommes des très bons acteurs d'arrêt de plus. Le Congo-Brazzaville, mon pays, c'est 0,5% de taux de déforestation. Nous avons même la certification en ce qui concerne l'exploitation forestière. Voilà. Lorsque vous voulez faire allusion à certains pays frontaliers voisins, la RDC, je vous dis, ils étaient sous moratoire pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est 80 millions d'habitants. C'est un pays continent. Vous leur donnez quoi en retour? Ils nourrissent ces populations comment? Qui ont l'habitude de vivre de chasse, de cueillette et autres. Mais 80 millions, vous les nourrissez pas avec des méthodes artisanales qui ne permettent pas réellement de gérer le panier de la ménagère. Donc, même moi, si je veux aller à une agriculture qui soit durable, il me faut des moyens. Justement. Moi, si je veux aller même à un commerce, il me faut de l'électricité. Mais pour là, j'ai besoin d'avoir des panneaux solaires. Ça me demande de l'argent pour aller vers une énergie renouvelable, solaire, le solaire. Donc, tout ça demande des moyens. C'est pour ça que nous disons, nous ne venons pas mendier. Nous disons, en regardant les partenaires droit dans les yeux, que si nous calculons les 31 milliards de tonnes de séquestration du CO2, rien que dans les tourbières qu'il y a entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, nous ne vendons que la tonne. Admettons au taux européen à $60 la tonne aujourd'hui. Si vous multipliez, vous faites le calcul, nous avons le PIB de la France. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas nous donner. Pourquoi nous n'aurions pas droit à ça? Wow. Ça nous permet de nous ôter et de nous développer, de nous développer, d'avoir nos infrastructures sanitaires, d'avoir des écoles. C'est pour ça que je donne toutes ces explications, que j'ai besoin de vous pour porter la voie de la sensibilisation, la voie de la pédagogie, pour que l'Afrique réellement continue son éveil et qu'elle comprenne qu'aujourd'hui nous jouons notre propre avenir. La notion de développement durable, elle n'est pas simplement celle de la préservation, de la conservation des ressources naturelles en termes d'exploitation aujourd'hui pour demain, oui, mais avant d'aller à demain, c'est je mange quoi aujourd'hui pour aller demain? Pour aller à demain. Ben oui. Et quelle est l'avenue que nous réservons pour demain la génération se prépare certes aujourd'hui, mais je fais quoi aujourd'hui?
Donc, il y a tout ça derrière. La question reste posée et Voilà. il faut tout de même trouver des solutions à ça. Alors, vous avez l'impression de dire, nous avons l'impression que la COP serait certainement encore un échec vis-à-vis de la COP de Madrid. Quelles sont vos réelles attentes de cette COP? C'est pas un mot que je porte, moi. Je n'aime pas ce mot, que je vais pas répéter. Je ne m'approprie jamais ce genre de mots parce que je reste très optimiste, très déterminée. Très engagée d'ailleurs. Moi, je me définis en 3 mots. D'accord. Pugnacité, résilience et la vision au départ, qui permet d'atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, je me sens portée par l'ensemble des pays. Nous voulons parler d'une seule voix. C'est une force. Et j'ai eu l'impression aujourd'hui, au cours de cette dernière plénière, que notre voix a été entendue. Demain, nous avons encore une dernière journée de négociation. Nous restons au taquet. Et donc, cette nuit, nous avons encore des négociations bilatérales qui vont se poursuivre au-delà des rideaux qui se sont tirés officiellement dans les salles plénières. Et donc, demain, si cela doit se poursuivre au-delà de 20 heures, nous allons demeurer là. Avez-vous déjà une idée de la conclusion de cette COP26 ici à Glasgow? Vous savez, je n'ai pas le dent de voyance. Je n'ai pas de boule. Mais on regarde déjà des négociations, puisque nous avons passé près de 2 semaines. Non. Les choses se jouent toujours sur la dernière ligne. Il faut être un bon coureur de fond, tout simplement. Alors, donc, vous nous donnez de l'espoir à votre peuple africain. Vous donnez de l'espoir. Au-delà de l'espoir, c'est le bon sens qu'il y a, qui vont obliger les pays du Nord à se rendre compte que ça serait injuste, ça serait immoral et inacceptable que de pouvoir condamner toutes ces populations d'Afrique et des pays du bassin du Congo. Donc je porte aux côtés du président Denis Sassou Nguesso modestement la coordination de la commission climat du bassin du Congo pour les États. D'accord. Avant de conclure cet entretien, vous avez également un message à l'endroit de notre cher continent, puisque vous êtes une dame qui se bat au quotidien pour la cause climatique. Ne lâchez rien. Au-delà des rêves, il faut se donner les moyens d'y parvenir. Il faut se fixer des objectifs et les construire. Mais je demande à cette jeunesse démographiquement, qui inclut les femmes de fait, que ce soit la femme rurale, la femme leader, peu importe, de croire en qui nous sommes, de croire au potentiel de notre continent. Nous sommes la terre des origines. Tout se trouve chez nous. Moi, je suis une laïque très engagée dans l'Église. Je suis une femme de foi. Et aujourd'hui, on peut dire que Dieu, le Créateur, nous a tout donné. Nous avons tout à portée de main. Ne nous laissons pas déposséder de ce qui nous a été donné. Ayons la vision de l'aigle, volant très haut, projetons-nous sur l'avenir. Et comme ça, nous allons sauver ce climat. Et comme ça, nous allons sauver notre planète. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour ce beau partage, ces belles explications. Nous en avons besoin. La jeunesse africaine en a besoin. Merci pour votre expérience et votre engagement également. Merci surtout de m'avoir permis de m'exprimer et d'avoir eu la possibilité de pouvoir parler au travers de votre chaîne ODD à toutes ces personnes qui, au travers cet outil de communication puissant, parce que j'ai été voir le nombre de personnes que vous avez. Chapeau. Merci beaucoup, et Madame la Ministre. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de travailler ensemble. Merci pour encore. la seule cause, sauver la planète des mauvaises actions de l'homme. Merci beaucoup, Madame. Ainsi s'achève cette émission consacrée à la commission climat du bassin du Congo. Nous avons reçu pour vous Madame Arlette Sodanono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. Merci de votre aimable attention. L'actualité continue sur ODD TV. Bye bye.